Bonsoir à tous et bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Prenons le temps encore ensemble d'analyser, de questionner toute l'actualité politique et par là. On revient ce soir sur la protection des mineurs face aux violences sexuelles avec cette proposition de loi sénatoriale d'Annick Billon dont le parcours au Parlement est un sans faute pour le moment, adoptée à l'unanimité au Sénat, adoptée à l'unanimité après modification évidemment à l'Assemblée. Elle revient demain à la Haute Assemblée. On verra ce qui peut encore être revu par les parlementaires, mais globalement le texte a plutôt la faveur de tous, sauf, et ce n'est pas rien, de plusieurs associations et de pas mal de juristes. Quels sont leurs bémols? On va en parler avec eux dans un instant et on va en débattre avec les parlementaires. D'abord, rappel de cette procédure avec Cécile Sixou. C'est un interdit sur lequel députés et sénateurs sont unanimes. Avant 15 ans, un mineur ne peut être consentant à avoir une relation sexuelle avec un adulte. À la base, le Sénat avait fixé cet âge à 13 ans. Le garde des Sceaux, le ministre Adrien Taquet ont travaillé avec le Parlement, un travail d'écriture pour un texte différent, avec un seuil d'âge à 15 ans. Si le texte du garde des Sceaux est constitutionnel, et si on arrive à mettre en application le dispositif proposé, nous arriverons au même résultat, une meilleure protection. Le texte prévoit tout de même une exception pour les ados qui vivent une histoire d'amour et dont l'un devient majeur quand l'autre n'a toujours pas 15 ans. Cette clause, dite Roméo et Juliette, prévoit un écart de 5 ans entre les partenaires et permet d'éviter la cour d'assises à celui qui devient majeur. Autre mesure de ce texte ajoutée à l'Assemblée, suite à l'émoi suscité après la sortie du livre de Camille Kouchner, la mise en place d'un seuil de non-consentement à 18 ans pour les relations sexuelles incestueuses. Jusque-là, l'inceste était une circonstance aggravante en cas d'agression sexuelle ou de viol sur mineur. Il devient un délit et crime à part entière et sera inscrit dans le code pénal comme tel. J'ai vu les chiffres donnés par l'association face à l'inceste. C'est plus de 6 millions de personnes qui sont sujettes à ce genre de crime. À mon avis, c'est un crime. La vie des gens est totalement déstabilisée. Et puis, le crime d'inceste est lourd à porter dans sa vie. Enfin, ce texte propose de sanctionner de 10 ans de prison et 150 000 € d'amende la sextorsion, qui consiste à inciter un mineur à des pratiques sexuelles sur Internet. Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Laurence Rossignol, bienvenue. Vous êtes sénatrice socialiste de l'Oise, vice-présidente du Sénat, membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Et vous êtes ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes. Michel Créoff, bienvenue à vous également. Vous êtes membre du collectif pour l'enfance, ancienne vice-présidente du Conseil national pour la protection de l'enfance. Vous publiez le 8 avril prochain avec Françoise Laborde ce livre, Les indésirables, enfants maltraités, les oubliés de la République. Avec nous également, mais à distance, Marie Mercier, bienvenue. Vous êtes sénatrice LR de la Saône-et-Loire, secrétaire du Sénat, membre de la commission des lois et rapporteur de cette proposition de loi d'Annick Billon. Sophie Legrand est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes secrétaire générale du syndicat de la magistrature et juge des enfants à Tours. Merci à toutes les quatre d'être avec nous. Michel Créoff, beaucoup de choses dans ce texte, beaucoup d'améliorations a priori, et pourtant des choses qui ne vous satisfont pas, vous les associations. Par exemple, ce seuil de consentement fixé à 15 ans. Qu'est-ce qui ne vous va pas ? Alors le seuil de consentement fixé à 15 ans nous va très bien. D'accord. Ce qui ne nous convient pas, c'est la dérogation. C'est la clause. C'est la clause qui a amené le fait que ce consentement n'est plus un seuil de consentement fixe, c'est un seuil de consentement à géométrie variable, et non pas à géométrie variable selon l'état de la victime, mais à géométrie variable selon l'âge de l'auteur. Ce qui fait que ça nous éloigne beaucoup de ce que nous attendions d'une loi protectrice des enfants. Et on se demande bien pourquoi. Parce que si c'était pour, je dirais... protéger les amours adolescents. Voilà, protéger les amours adolescents. Vous n'y croyez pas ? Dans mon précédent livre, j'appelais ça Roméo et Juliette. Je ne sais pas que je n'y crois pas, c'est que... Quand on examine l'ensemble des données que nous avons, l'âge moyen du premier rapport sexuel qui reste 17 ans et demi, lorsque nous examinons les statistiques de l'éducation nationale sur 10 000 collégiens de classe de 4e et de 3e, lorsqu'on leur demande quand est-ce qu'ils ont eu leur première relation sexuelle et avec qui, et est-ce qu'ils étaient consentants, on a une petite poignée, un petit pourcentage en 4e et en 3e qui disent qu'ils ont déjà eu des relations sexuelles, et je ne parle pas avec un majeur, donc quand on regarde toutes les statistiques, on se dit mais
qui ça peut bien concerner, ce grand garçon, ce grand jeune homme de 18 ans qui tombe amoureux fou d'une gamine de 13 ans qu'on ne pourrait, et dont la situation nécessiterait qu'on construise une dérogation à un seuil d'âge de non-consentement. Laurence Rossignol, elle vous pose problème cette clause dite Roméo et Juliette? On sait qu'avant son passage à l'Assemblée, il y avait aussi ce débat autour d'une zone grise au Sénat. Que vous inspire cette clause dite Roméo et Juliette, qui a un nom un peu romantique, même si a priori ça l'est pas forcément? Ce que m'inspire la proposition de loi qu'on va voter demain, et on la votera, c'est tout un parcours, et c'est un mauvais texte. Je le dis très clairement, nous allons demain voter un mauvais texte qui pose un principe sur lequel moi je me suis battue depuis déjà 2 ans et demi, et à chaque fois j'ai trouvé en face de moi le gouvernement et la majorité sénatoriale pour refuser d'abord en 2018 de faire d'une relation sexuelle majeure-mineure un crime. Non, faut pas, l'intention, c'est pas trop. Ok, après, quand on a eu quelques affaires qui ont fait ramener tout le monde au réel, et on s'est dit, on n'a pas fait une bonne loi en 2018, donc on va revenir en 2020-2021. Et là, on commence avec la BPL au Sénat. Oui. Le seuil d'âge, c'est 13 ans. Je me bats pour 15 ans. Ça passe à 15 ans? Non. Au Sénat, ce n'est pas 15 ans qui est retenu, c'est 13 ans. Entre-temps, la pression d'associations, et Michel Créoff en témoigne ici, est telle qu'à l'Assemblée nationale, il y a une proposition de loi Santiago, et puis il y a la proposition de loi Billon qui revient à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, subitement, décide de passer à 15 ans parce qu'il a compris que 13 ans, ça passait pas. Mais alors là, toujours avec la même idée derrière la tête, il faut rajouter... Il faut amoindrir la loi. Et donc, on va rajouter cette histoire de clause de 5 ans, d'obligation de 5 ans d'écart d'âge. Ça révèle 2 choses. La première, c'est qu'on s'intéresse beaucoup plus aux auteurs qu'aux victimes. Voilà, on voit le monde du point de vue de l'auteur. Et il y a une espèce de paralysie qui est la crainte de l'erreur judiciaire consistant à poursuivre et condamner un innocent. En revanche, toutes les erreurs judiciaires qui sont au détriment des victimes, visiblement terrifient beaucoup moins le législateur. Et celles-là, elles sont nombreuses. Et in fine, on a un texte qui a fait 3 ans de circulation entre quasiment 2018-2021, 3 ans entre le Sénat, l'Assemblée nationale, les allers-retours, un premier texte, un nouveau texte. Et je trouve que c'est un mauvais objet juridique et qu'il n'est pas clair. Et on rend confus le droit. Et le droit doit être clair pour être bien appliqué. Et j'ai beaucoup d'émotion et de compassion pour les magistrats qui vont essayer de devoir retrouver là-dedans comment utiliser tout ça alors que les choses sont claires. Toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans sont interdites et sont un crime, premièrement. Et on va pas, après, on a l'opportunité des poursuites. À chaque fois qu'on a un sujet, on nous dit oui, mais les parquets ont l'opportunité des poursuites. Il ne faut pas que la loi soit trop précise, trop contraignante, parce que l'opportunité des poursuites, là, il y a l'opportunité des poursuites. Les parquetiers sont des gens raisonnables. Ils ne vont pas poursuivre un jeune couple avec un écart d'âge qui s'aime, paraît-il, depuis aussi longtemps. Et comme disait Michel Créoff, c'est quand même relativement rare. On est sur une toute petite niche amoureuse. Et les parquetiers feront leur travail correctement. Et j'ai confiance dans les parquets pour l'opportunité de poursuivre. Donc la loi telle qu'on s'apprête à la voter, c'est mieux que rien, mieux que ce qu'il y avait avant, mais c'est pas une bonne loi sur le plan technique. Et moi qui parlais en introduction de relatif consensus entre les deux chambres, Marie Mercier, vous partagez cet avis sur ce texte? Bon, je pense que si, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, mais je pense que depuis 3 ans, on a fait quand même des avancées dans la protection des mineurs. Je sais bien qu'on a toujours envie d'aller un petit peu plus loin, de faire mieux. Bon, on est un peu obsédé, c'est vrai, par la constitutionnalité d'un texte, parce que tout simplement, la Constitution, c'est la règle du jeu, et que s'il y a une QPC, nous allons abandonner des victimes. Donc ça, c'est un peu notre obsession, cette règle commune que de suivre la Constitution. Donc voilà pourquoi il y a un écart d'âge qui est arrivé sur cette interdiction quasiment automatique entre un mineur de 15 ans et un majeur. Alors, nous avions, nous, au Sénat, institué une différence d'âge pour établir une contrainte dans le cas d'une vulnérabilité, d'un abus de vulnérabilité. C'est vrai que cette disposition était assez subtile en 2018 et que c'était déjà une petite avancée, c'était mieux. Là, maintenant, on arrive à cette clause. Alors, c'est vrai, Madame dit, c'est d'elle, Roméo et Juliette, tous les Roméos ne sont pas des amoureux. Il y a des Roméo violeurs, etc. Donc ça, on en a tous bien conscience. Beaucoup plus. Mais effectivement, c'est pas l'idéal. Je suis tout à fait consciente de ça. Mais pour moi, plus on avancera dans la protection des mineurs en parlant,
en en parlant beaucoup et en expliquant qu'il faut les protéger par l'éducation, je pense que là aussi on ferait un grand pas. Sophie Legrand, comment la juge que vous êtes voit ce texte arriver? C'est vrai que le Conseil constitutionnel veille, nous le rappelle Marie Mercier, mais ça va être un casse-tête pour vous? Oui, je confirme du coup, on est au moins d'accord sur un point avec Madame la sénatrice Rossignol, c'est que c'est un mauvais texte à mon sens en termes d'application pratique pour les juridictions. Je suis pas persuadée qu'il fallait fixer un seuil d'âge en dessous duquel il y avait forcément présomption de non-consentement, puisque c'est ça. Pourquoi j'en suis pas persuadée? Parce que je pense qu'actuellement, les cas où on n'arriverait pas à condamner pour un viol ou une agression sexuelle pour cette raison-là, de ne pas avoir démontré l'absence de consentement de la victime, pour une victime qui est jeune, ils sont très rares. Pourquoi? Parce que la contrainte, on la caractérise notamment par le fait qu'il y a un écart d'âge, il y a une vulnérabilité qui fait que la victime, elle n'était pas en état de consentir. Alors je sais qu'il y a quelques affaires qui ont défrayé la chronique et qui font qu'on se dit mais pour ces affaires-là, il faut revoir la loi. Nous, notre préoccupation en tant que magistrat, c'est surtout de faire en sorte que les violences sexuelles, en général, on arrive à mieux les traiter, parce que je fais le constat qu'effectivement, on les traite mal aujourd'hui, et si on les traite mal, c'est surtout parce qu'il y en a un grand nombre qui ne nous sont toujours pas révélés. Ou un grand nombre qu'on n'arrive toujours pas à démontrer, et à démontrer y compris dans la matérialité des faits. Donc pour nous au syndicat de la magistrature, c'est vraiment ce qu'il faudrait, l'accent sur lequel on doit mettre, c'est vraiment les moyens, à la fois en prévention pour que les victimes se sentent autorisées à révéler, à la fois sur les services enquêteurs pour qu'ils soient bien formés, qu'ils accueillent mieux les victimes, et puis pour que les enquêtes elles se déroulent dans des délais raisonnables aussi. Ça, c'est vraiment l'utile. Là, réformer le texte moins de 3 ans après la précédente loi sur le sujet, ça nous pose question. Et au-delà de ça, là, on a vraiment, à mon sens, des vrais enjeux en termes de constitutionnalité du texte tel qu'il est prévu aujourd'hui. Si on se rapporte à l'avis du Conseil d'État pour la loi de 2018, il y avait un certain nombre de points sur l'inconstitutionnalité possible, et notamment le fait qu'on pouvait, avec plusieurs infractions, réprimer les mêmes comportements. Et là, c'est exactement le cas, parce que le viol sur mineur de moins de 15 ans qui vient d'être créé, on peut réprimer le même comportement avec le viol plus classique qui existe déjà dans notre code pénal, avec la circonstance aggravante de mineurs de moins de 15 ans qui a été maintenue. Donc on se retrouve avec deux infractions différentes qui répriment le même comportement. En fait, donc il y a vraiment... alors la loi n'est pas finie de voter, donc j'espère que... Oui, il y aura justement, elle va repasser au Sénat, et probablement que les sénateurs et sénatrices vont retravailler le texte de manière à ce que ça passe. Peut-être, je vous laisse répondre, Laurence Rossignol, et on parle de la question de l'inceste. Oui, mais rapidement, parce que c'est un débat qui nous demanderait un peu plus de temps. Je ne crois pas que ce soit une présomption de non-consentement. C'est calé sur l'atteinte sexuelle. L'atteinte sexuelle n'est pas une présomption, c'est la matérialité des faits qui détermine la qualification et l'incrimination. Donc il faut que les faits soient avérés pour qu'ils soient qualifiés. Je ne crois pas qu'on soit dans le domaine de la présomption, c'est plutôt un objet vraiment identique à celui sur l'objet délictuel de l'atteinte sexuelle. Ça, c'est la première remarque. Après, moi comme vous, je trouve que tout ça n'est pas un bon travail légistique. Voilà, je dis très clairement, c'est pas un bon travail légistique. Je pense qu'on a besoin d'un interdit clair sur les relations majeures mineures de moins de 15 ans. Et certes, c'est toujours des affaires, c'est des espèces, mais l'affaire Julie, que tout le monde connaît aujourd'hui, où c'est une jeune fille qui a été de moins de 15 ans, qui a été l'objet sexuel de pompiers, de 20 pompiers, et où seuls 3, je crois, sont poursuivis, et ils ne sont pas poursuivis pour viol, ils sont poursuivis par atteinte sexuelle, parce qu'on argue du consentement de Julie dans cette affaire alors qu'elle avait moins de 15 ans, révèle bien que la loi telle qu'elle est aujourd'hui ne permet pas systématiquement de qualifier. Après, juste un mot, après c'est la loterie de la justice. C'est une loterie, la justice, selon où on tombe,
quel est le parquetier, quel est le juge d'instruction, quel est le tribunal. Voilà. Et ça, on ne peut pas laisser les victimes entre les mains d'une loterie. C'est pour ça que la loi doit être claire. Et ce qu'elle n'est malheureusement pas exactement encore dans la proposition de loi qu'on a examinée demain. Et il y a un autre point qui fait débat dans cette loi, et je vais vous donner la parole, Michel Créoff, ce sont les contours juridiques de l'inceste. La proposition de loi crée une nouvelle infraction autonome, avec un seuil d'âge fixé à 18 ans cette fois. Problème, le gouvernement y a apporté un amendement qui choque, là aussi. En gros, être de la même famille ne suffira pas à caractériser l'inceste. Il faudra qu'il y ait aussi un lien d'autorité. Et ça, c'est Éric Dupond-Moretti qui l'a justifié devant les députés avec un cas concret. On l'écoute et je vous donne la parole. On ne peut pas criminaliser quand même des relations consenties entre un mineur de 17 ans, par exemple, et sa tante de 18, qui n'ont, il faut le préciser, ou qui n'a aucune autorité sur lui, même s'il s'agit de relations incestueuses. Michel Créoff, le garde des Sceaux, nous parle encore d'un cas qui n'existe pas ? Le garde des Sceaux nous dit surtout que pour lui, l'inceste peut être consenti. C'est ça qu'il est en train de nous dire, le garde des Sceaux. Et le garde des Sceaux nous dit que, bon Dieu, mon Dieu, entre un frère et une sœur, qu'à cela ne tienne, laissons faire les choses. C'est ça qu'il nous dit, le garde des Sceaux. Alors, au-delà du fait qu'encore une fois, ça rajoute une dérogation, ce texte est construit sur des principes et immédiatement, au nom de la constitutionnalité, on y met des dérogations qui, bien évidemment, comme le disait Laurence Rossignol, rendent totalement opaque l'interdit et on ne sait plus de quoi il s'agit. Et comme disait la représentante du syndicat de la magistrature, avec des risques d'inconstitutionnalité, puisqu'on a, si je comprends bien, 5 régimes différents de qualification possible pour les violences sexuelles sur mineurs. Donc moi je ne sais pas ce qui est plus inconstitutionnel pour le sage constitutionnel, il nous le dira. Est-ce que c'est la multiplicité des régimes pour qualifier des mêmes faits, ou est-ce que c'est le fait qu'il y ait une automaticité à considérer que quand on est lié par des liens familiaux, c'est bien de l'inceste. Et ce qui vraiment révulse les associations et les victimes d'inceste, et je ne rappellerai pas ce qui s'est passé avec MeToo Inceste, c'est qu'on puisse considérer que l'inceste, là encore, est à géométrie variable, et que ce qui caractérise l'inceste n'est pas le lien familial, mais une autorité de droit ou de fait. Non. C'est un tabou universel. Ce qui caractérise l'inceste, c'est bien qu'on soit frère et sœur. Et c'est pas si le grand frère a une autorité de fait ou pas sur la petite sœur. C'est parce qu'ils sont issus de la même filiation. C'est ça l'inceste. Et donc que nos parlementaires, aujourd'hui, en 2021, ne soient pas capables d'assumer dans une législation l'interdit universel de l'inceste au nom d'une hypothétique inconstitutionnalité que personne n'a jamais été vérifiée, nous sommes révulsés, bien évidemment. Alors, on va peut-être donner la parole à Marie Mercier. Qu'est-ce que vous pensez de cet amendement gouvernemental ? Est-ce qu'il y a là aussi une dérogation à l'inceste et que vous pourriez faire quelque chose ? Bon, alors l'inceste, pour moi, je partage ce que disaient les deux intervenantes. Il n'y a pas d'inceste heureux, il n'y a pas d'inceste consenti. Ça, je crois que c'est quelque chose qui devrait vraiment être marqué dans notre société et quasiment constitutif de notre humanité, c'est-à-dire l'interdit de l'inceste et le tabou de l'inceste. Ça, c'est quelque chose qui imprègne les familles dans un silence coupable avec cet inceste ravageant que je qualifierais presque d'ordinaire, où plus personne ne dit rien. Ça s'est installé dans la famille, quelquefois depuis des générations, et c'est comme si ça se transmettait quelque part. Tu as subi ça, je l'avais subi avant toi. Donc ça, c'est absolument intolérable. Donc effectivement, là, il y a deux incriminations, hein, le viol incestueux et l'agression sexuelle incestueuse qui sont créées dans ce texte. Donc c'est quand même deux infractions nouvelles. L'inceste, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Donc quand on ajoute autorité de droit et de fait, d'après ce que j'ai compris, c'est pour arriver à bien distinguer l'auteur de la victime. Parce qu'il y a quelquefois dans les familles que nous connaissons, et malheureusement, je le dis parce que je l'ai vécu, dans les familles monoparentales, où ça peut être le frère qui n'est pas le frère aîné par rapport aux sœurs, qui prend un tel ascendant que c'est lui finalement qui est le violeur, alors qu'il a 17 ans sur sa grande sœur de 18 ans et personne ne dit rien. Et je crois que dans les familles, il y a effectivement ce lien de sang qu'on peut trouver, mais aussi ce lien de vie. Et ça peut être considéré aussi comme un inceste quand vous avez le concubin de la sœur, etc. Donc il faut qu'on soit aussi prudent, tout en ne perdant pas de vue que l'inceste est pour moi quelque chose qu'il faut absolument et définitivement poser comme un interdit. Sophie Legrand. Alors,
je me prononcerai pas sur poser l'interdit de l'inceste ou pas, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'en tant que juge des enfants, je constate effectivement que les relations incestueuses, elles font des ravages chez les mineurs, et donc c'est vraiment important qu'on prévienne déjà ce type de relations pour qu'elles n'arrivent pas, et qu'ensuite on soit en capacité de poser quelque chose une fois qu'elles arrivent pour que à un moment la loi soit intégrée et l'interdit soit intégré. Par rapport à la question de l'autorité de fait qui a été ajoutée dans le texte, c'est une condition qui me semble nécessaire, et là je rejoins complètement les propos de Madame Mercier à l'instant. Si on ne met pas cette condition, on peut se retrouver effectivement avec l'hypothèse d'une sœur de 19 ans qui se fait violer par son frère de 18 ans, et c'est elle qui serait coupable d'inceste si on ne met pas cette condition dans le texte. Donc il faut absolument éviter d'avoir des infractions automatiques, en sachant que la condition d'autorité de droit ou de fait, elle sera à l'inverse très très facilement remplie dans toutes les hypothèses qu'on a en tête du père sur sa fille, de l'oncle sur sa fille, etc. Sur sa nièce, il n'y aura pas de difficulté. Donc, dans les seuls cas où on n'arrivera pas à la caractériser, c'est justement les cas où ça fait difficulté, et on pense en particulier au cas où l'écart d'âge est très faible et où c'est pas forcément évident que ce soit le majeur qui ait eu l'intention de passer outre le consentement de l'autre. Alors, ce que vous dites fait réagir Michel Créoff. Oui, parce que c'est comme s'il n'y avait pas d'investigation. C'est comme si la loi avait tout prévu et qu'il n'y avait pas après d'investigation qui allait déterminer qui du frère ou de la sœur a été à l'initiative de l'acte sexuel. Et rien dans le texte ne dit que c'est obligatoirement le plus ancien, le plus âgé qui sera considéré comme auteur. Donc non, pas du tout. Par contre, en effet, nous avons un texte particulièrement mal foutu, excusez-moi, parce que nous avons deux définitions de l'inceste dans le même texte. Et donc, là encore, un risque d'inconstitutionnalité incroyable, puisque dans la première définition qui est prévue dans le texte, il n'y a pas de référence aux conditions d'autorité de droit et de fait. Et lorsqu'il s'agit de poser la peine et de qualifier le crime, là, on a une condition d'autorité de droit ou de fait. Donc là aussi, comment le Conseil constitutionnel va s'y retrouver? Donc très concrètement, on nous a construit des dérogations qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas nécessaires au risque de l'inconstitutionnalité. Mais moi, ce que je remarque de ma petite place, 35 ans de protection de l'enfance, que comme par hasard, toutes ces dérogations, elles servent à quoi? Elles servent à privilégier le comportement sexuel des jeunes hommes. Est-ce que c'est encore notre bonne vieille culture patriarcale qui considère que les frasques sexuelles de nos jeunes adultes ne sont pas très graves, que ce soit l'écart d'âge de 5 ans ou que ce soit le coup du frère. Donc je pose la question, et je le pose en tant que femme aussi, et je le pose aussi en tant que femme, quelle que soit leur fonction, à quel moment on arrête ? À quel moment on arrête, mesdames, avec seulement 1% des viols qui sont condamnés, de cautionner sous des prétextes divers et variés la domination patriarcale et de favoriser la vie sexuelle des jeunes hommes? À quel moment la protection de l'enfance devient prioritaire? Sur la question de l'inceste, il nous reste plusieurs minutes. D'abord, votre réponse, Laurence Rossignol, est-ce que c'est quelque chose que le Sénat peut modifier, peut rectifier? Écoutez, moi je regarde les amendements qu'on a déposés avec mes collègues socialistes et globalement avec une bonne partie, avec toute la gauche, à chaque étape. Depuis 2018, je les vois revenir sous forme de reprise par le gouvernement ou par la majorité de l'Assemblée nationale, mais toujours réaménagés et un peu tordus, si j'ose dire. Et à chaque fois, je me demande, j'essaie de retrouver ce qu'elle était mon intention quand même au départ et de voir ce qu'il en est advenu de mon intention. Donc là, l'amendement, l'inceste, la criminalisation de l'inceste jusqu'aux 18 ans de la victime, ça a été un amendement qu'on avait déposé en première lecture et qui a été rejeté par la majorité de droite plus le gouvernement. Et puis ensuite, là, il revient, mais avec un critère d'autorité de droit ou de fait. Alors j'entends ce que dit Madame la magistrate, et c'est vrai, vous prenez l'exemple où effectivement il y a une inversion, la victime est majeure, et elle est majeure et c'est elle la victime. Là encore, est-ce qu'on peut parier sur l'intérêt des poursuites, sur la capacité du parquet de décider? Mais quant à l'exemple donné par le garde des Sceaux
sur la tante qui couche avec son neveu, mais c'est tellement pervers, alors qu'on sait que la majorité des incestes les hommes sont les auteurs, les femmes sont les victimes quand on est dans cette tranche d'âge-là. Quand les enfants sont plus petits, c'est plus compliqué, les hommes sont auteurs. Donc il valide un inceste consenti, c'est ça? Non, c'est pas qu'il valide un inceste consenti, c'est qu'il prend l'exemple où on inverse le sexe de la victime et le sexe de l'auteur. C'est la tante qui devient l'auteur de l'inceste et le neveu qui est la victime. Voilà, je trouve tellement pas la réalité que ça vous... C'est tordu, c'est tordu. Et en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir un garde des Sceaux, mais d'avoir un avocat en face de moi qui est en train de défendre son client. Là, il n'a pas de client à défendre, il a la République à représenter et tous les mineurs à protéger. Donc que chacun reste à sa place. Je voudrais peut-être vous parler d'un amendement que j'ai déposé et qui sera soumis demain à la discussion, qui concerne les mineurs prostitués. Nous proposons qu'en ce qui concerne les mineurs prostitués, la protection aille jusqu'à 18 ans et non pas jusqu'à 15 ans. Nous pensons qu'il faut qualifier de viol un acte tarifé dès lors que la personne prostituée a moins de 18 ans et le client plus de 18 ans. Nous pensons que la protection des mineurs prostitués doit aller jusqu'à 18 ans et non pas jusqu'à 15 ans. Ça nous paraît important, d'autant que je rappelle pour ceux qui me parleraient de l'intentionnalité de la faute que de toute façon, l'achat de services sexuels est déjà pénalement réprimé, puisque c'est déjà une contravention de 5e catégorie. Et donc, l'intention d'achat de services sexuels, elle sera patente. Mais en plus, je pense qu'il faut protéger les mineurs jusqu'à 18 ans. On est tous, semble-t-il, très mobilisés contre la prostitution, contre l'exploitation des mineurs à des fins sexuelles. On regarde tous terrifiés cette explosion de la prostitution des mineurs. Je pense qu'il faut agir, et il faut agir sur les clients. Et puisque vous allez déposer cet amendement demain, Marie Mercier, est-ce que vous avez déjà un avis sur la question ? Alors, nous avons porté, nous, la protection pour la sextorsion et tout ça jusqu'à 18 ans déjà, pour être justement cohérent avec l'amendement qu'on avait défendu concernant l'accès du porno gratuit aux mineurs, où les mineurs, pour nous, c'est en dessous de 18 ans. Donc, pour être cohérent, j'avais déjà proposé d'aller jusqu'à 18 ans pour ce qui concerne la sextorsion. Donc, moi, je n'ai pas là, à brûle-pourpoint, d'avis négatif. Il me semble qu'on est mineur en dessous de 18 ans, que la prostitution, en plus, après le Covid, la prostitution chez les étudiants, on s'écarte un tout petit peu du sujet, mais la prostitution, c'est effectivement un fléau dans notre société. Avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est extrêmement facile à mettre en place. Ça rapporte autant que le trafic de drogue et de façon simplissime, avec des chambres qui coûtent rien et avec des gamines qui sont complètement abandonnées. Moi, quand on parle de mineurs non accompagnés, pour moi, c'est plutôt des mineurs abandonnés ou mal accompagnés. Donc la prostitution, il faut absolument s'en occuper, que ce soit des étudiants ou des enfants. Dans le texte qui nous occupe, je voudrais rajouter quelque chose, moi, qui m'a toujours troublée, c'est les classements sans suite qui sont à hauteur de 70%. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille depuis toutes ces années dans la protection de l'enfance aussi, avec ces textes de loi qui, effectivement, sont peut-être pas encore l'idéal, mais au moins diminuer ce taux de classement sans suite de 70% qui, pour moi, est assez révoltant. Et on doit déjà s'arrêter malheureusement, mais merci infiniment à toutes les quatre d'avoir participé au grand débat d'ALPL. On y reviendra évidemment sur Public Sénat, c'est un sujet qu'on suit. ALPL qui va donc continuer, mais avec le match des idées maintenant. Confrontation de point de vue ce soir entre Paul Cassia et Jean-Pierre Mignard. On va revenir sur les atteintes aux libertés observées depuis 1 an à cause du Covid. Tout a été bousculé lors du premier confinement.